Salut tout le monde, cette fois-ci je vais faire une petite vidéo révision mais sur la respi. Donc pareil, hein, j'aborde pas tout évidemment, j'ai certains points notamment en biophy et en anat que j'aimerais bien revoir. Donc pareil pour commencer, juste voir à quoi ressemble un vrai poumon qui se gonfle, qui est plutôt sain vu qu'il n'y a pas de tache noire. Pour commencer du coup, j'ai pris la courbe, enfin le schéma avec les volumes et les capacités. Il faut juste savoir que les volumes, c'est des différentiels de courbes, mais que les capacités, en fait, c'est simplement une addition de volumes. Donc une capacité comprend plusieurs volumes. Pour commencer, on a le volume courant, on peut aussi l'appeler le volume tidal. Ensuite, on a le volume de réserve inspiratoire, donc comme dessiné là, ça va être le volume entre la courbe supérieure du volume courant normal jusqu'au sommet de la courbe qui va vers le haut. Puis le volume résiduel expiratoire cette fois-ci, donc c'est l'inverse. Et enfin le volume résiduel, tout simple. Donc ça c'est du volume qui va rester à la fin de l'expiration, même forcée. Maintenant, comme j'ai dit, les capacités, donc capacité vitale ici, c'est la somme de plusieurs volumes, donc du volume courant, volume résiduel inspiratoire et volume résiduel expiratoire. Ensuite, la CRF qui est assez connue, on va dire, en biophy, c'est l'addition du VRE et du volume résiduel. Et enfin, la capacité totale du poumon qui est l'addition de tous les volumes. Maintenant, je voulais voir un peu la courbe de dissociation de l'oxygène avec le principe de l'effet Bohr et tout ça. Donc, on a la saturation en oxygène en ordonnée et la pression partielle en oxygène en abscisse. Donc il faut savoir déjà que la courbe elle a cet aspect-là par rapport au fait que c'est l'hémoglobine qui est une molécule allostérique, ça on le voit bien en hémato, où la fixation d'une première molécule d'oxygène va modifier la conformation de l'hémoglobine et qui va augmenter drastiquement son affinité pour une autre molécule d'oxygène et ainsi de suite. Donc c'est pour ça. S'il n'y avait pas ce phénomène-là, en fait, ça serait une courbe linéaire. Donc pour commencer, la ligne rouge, c'est du coup la ligne qui va être présente par exemple au niveau des muscles pendant un effort. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau des muscles pendant un effort? On produit plus d'acide, par exemple de l'acide lactique, on a une pression partielle en CO2 qui augmente, une température qui augmente et du 2,3 dPg qui augmente. Donc ça pareil on le voit plus en hémato qu'en respi. Donc j'ai mis H+ qui augmente, comme ça je sais que c'est les 4 facteurs qui augmentent parce que pH diminue au moins, ça revient au même et du coup c'est que des flèches vers le haut. Donc ça comme je disais on le retrouve surtout au niveau des muscles. Et à titre comparatif, on a la courbe en bleu qui, elle, représente du coup une courbe de dissociation où l'oxygène se laisse moins libérer de son hémoglobine. Et ça, c'est au niveau du poumon. Et le petit signe que j'ai mis, c'est juste pour dire que c'est l'opposé de tout ce qu'on a là. Et en fait, ça va permettre de mieux capter l'oxygène qui est présent dans les alvéoles. Ce qui est intéressant puisque au niveau des poumons, on a besoin de fixer de l'oxygène sur l'hémoglobine. Et au niveau des muscles, on a besoin d'amener de l'oxygène au niveau des tissus. Donc voilà un peu à quoi ça sert. On reste toujours dans la biophy avec cette fois-ci un schéma du diagramme de Davenport, donc on s'en fout du nom. C'est le principe qui est important à retenir et je pense que c'est aussi intéressant d'arriver à le redessiner avec notamment le fait qu'on ait 3 axes, donc en bas le pH, à gauche la concentration d'HCO3- en millimoles par litre, ça j'ai oublié de le noter. Et pareil pour la PCO2 qui est au-dessus et parallèle à l'axe des abscisses, c'est en millimètres de mercure. Donc on a les différentes courbes avec les différentes pressions de CO2. Il faut savoir que la valeur normale, c'est plus ou moins 24 millimoles par litre. Donc souvent en médecine, c'est plutôt une fourchette, je crois que c'est entre 20 et 26, un truc comme ça. Ce qu'il faut arriver à comprendre sur ce diagramme de Davenport, c'est que le point que j'ai mis ici sur la courbe, c'est le point en situation normale. Donc, on est plus ou moins à 7,4 de pH, on est sur la courbe de 40 mm de mercure en CO2, ce qui est normal, et on est à hauteur des 24 millimoles par litre. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a une acidose respiratoire, par exemple, ça va être les flèches rouges qu'on voit se dessiner ici. Donc la première qui est dessinée, c'est plutôt une acidose respiratoire, si on trace un trait vers l'abscisse, on voit qu'on descend vers 7,3. Donc ça, c'est le mouvement, on va dire, du point en cas d'acidose respiratoire. Et ensuite, la flèche opposée, logiquement, c'est une alcalose respiratoire puisque le pH augmente. On parlera du coup des compensations plus tard, mais on a la même chose pour le bicarbonate. Donc si on a une acidose métabolique, ça sera plutôt une diminution de bicarbonate. Et si on a une alcalose métabolique, ce sera plutôt une augmentation des bicarbonates.
Maintenant, les systèmes de compensation, en fait, ça va être simplement avec les 4 situations qu'on a décrites, des mouvements, on va dire, qui vont tendre à essayer de ramener le pH vers 7,4. Donc c'est simplement de la logique. Par exemple, sur la première situation, l'acidose respiratoire, on va simplement avoir une augmentation des ions bicarbonate pour essayer de ramener le pH autour de 7,3. Donc en fait, ils suivent la courbe, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que ça suit à chaque fois la courbe. À l'opposé, l'alcalose respiratoire, pour le coup, ça va être une diminution des ions bicarbonate pour essayer de ramener le pH aux alentours de 7,4. Et pareil pour les compensations des acidoses ou des alcaloses métaboliques. On change de courbe de PCO2 pour essayer de ramener le pH au plus proche de 7,4. Donc à chaque fois, il faut se dire, on trace un trait, une perpendiculaire au pH et on voit qu'est-ce qu'on doit faire avec la PCO2 ou les bicarbonates, si on doit aller plus à droite ou plus à gauche, et on pense au fait qu'on suit tout le temps les courbes. Il y a beaucoup de biophiles, mais je pense que c'est important de bien comprendre cette matière-là, puisque ça nous permet de bien comprendre le fonctionnement respiratoire dans sa globalité, et après on retrouve différents aspects dans les autres matières. Du coup ici, j'ai mis la perfusion symbolisée par un Q, mais bref, c'est par rapport à cardio et tout ça. Donc on voit la première courbe rouge, elle du coup symbolise la perfusion, et la courbe bleue symbolise la ventilation. La courbe rose qui vient se superposer par rapport à ces deux-là, c'est le rapport ventilation-perfusion. Ce qu'il faut voir en fait sur ce schéma, c'est que la ventilation et la perfusion sont plus élevées, plus importantes au niveau des bases qu'au niveau de l'apex. En fait, souvent, j'ai tendance à confondre en fait le rapport ventilation-perfusion et ce que ça veut concrètement dire au niveau de la perfusion et de la ventilation. Donc on voit que le rapport, il augmente de manière exponentielle une fois qu'on a passé, je ne l'ai pas noté sur le schéma, mais la valeur de coefficient 1. Avant, c'était inférieur à 1 et après, ce point d'intersection, c'est supérieur à 1. Mais ça ne veut pas dire que si le quotient augmente, les valeurs de ce quotient-là augmentent aussi, vu que c'est un rapport. Donc, bien retenir que la perfusion et la ventilation est meilleure au niveau des bases qu'au niveau des apex. Et du coup, pour finir, on va voir un peu d'anat avec le fameux schéma des différentes bronches segmentaires, qui est assez compliqué, mais j'espère que je vais pouvoir essayer de vous aider à mieux le capter si vous n'avez pas réussi à le retenir encore. Donc les bases, pour commencer, on démarre de la trachée. Je crois que M. Rademacher l'appelle aussi B0 ou quelque chose comme ça. Ensuite, on a les bronches souches, une à droite, une à gauche. Celle qui est à droite est plus verticale, on va dire, et plus large que celle qui est à gauche. Donc au niveau vertical, ça se voit plus ou moins sur le schéma, mais la largeur pas trop. N'hésitez pas à forcer le trait sur vos schémas ou quoi. Donc on a les premières bronches souches qui vont donner à droite une bronche intermédiaire. Là, j'ai pas mis de couleurs différentes, mais juste après avoir donné la bronche lobaire supérieure, en fait, il va y avoir une petite partie de bronche souche intermédiaire. Puis ensuite, cette bronche souche va donner la bronche lobaire inférieure et la bronche lobaire moyenne. À gauche, du coup, on a pareil, sauf que cette fois-ci, ça va être plutôt une bronche culminale, on va l'appeler. La bronche moyenne, c'est la bronche lingulaire, et la bronche inférieure, la bronche inférieure. Ensuite, on a les bronches segmentaires. Donc ici, je les ai toutes dessinées. Sachez que les proportions sont pas ouf, hein. Mais sinon, c'est plus ou moins la même taille, on va dire, à droite et à gauche. Donc, on en a 10 à droite et 9 à gauche, comme vous le savez sûrement, puisqu'on n'a pas la bronche segmentaire 7 à gauche, puisqu'il y a un truc qui est pas mal pour vivre, qui s'appelle le cœur. Ensuite, pour ce qui est des noms, là c'est un peu barbare, mais après j'ai un moyen pour le retenir, pas forcément mnémotechnique, mais enfin vous allez voir. Donc B1 des bronches segmentaires, ça va être la bronche apicale. À gauche, ça va être une addition avec la dorsale, donc la deuxième, ça va donner la bronche apicodorsale. Donc le segment 1 et le segment 2 sont plus ou moins fusionnés à gauche. À 3, ça va être la bronche segmentaire issue de la bronche lobaire supérieure, donc la bronche segmentaire ventrale. Ensuite, on continue. Ici, je vais parler pour le poumon droit. Donc, on a la moyenne externe qui est la 4 et la moyenne interne qui est la 5.
Et en fait, ça diffère juste un peu au niveau du nom à gauche. Donc c'est l'ingulaire supérieur pour la 4 et l'ingulaire inférieur pour la 5. Pour la bronche segmentaire 6, du coup, elle s'appelle l'apicodorsale. La 7, donc c'est celle qu'on ne retrouve pas à gauche, c'est la médiale basale. La 8, l'antérieure basale. La 9, latérale basale. Et la 10, la postérieure basale. En fait, pour bien les retenir, moi je trouve ça intéressant de refaire le schéma des deux poumons avec les organisations topographiques des différents segments. À droite, on a l'incisure horizontale et l'incisure oblique, et à gauche, on n'a qu'une seule incisure, la grande incisure, qui sépare le poumon en deux. Après les différentes segmentations, ça, faut le retenir un petit peu, mais quand on arrive à mettre les chiffres, à droite, donc entre les deux incisures, on peut retenir que la 4, c'est celle qui va être le plus au centre, puisque c'est l'externe. Donc sa grande majorité à l'extérieur. On peut imaginer que le segment 5 se poursuit en avant et aussi en interne. Après, en dessous de l'incisure horizontale, on retient qu'on coupe d'abord un trait horizontal, puis deux traits verticaux. Et donc maintenant, il nous reste à placer les numéros. Et en fait, une fois que vous arrivez à refaire le schéma topographique des segments comme ça, on arrive facilement à retrouver les noms, puisque la 1 qui porte le nom d'apical, bah ça c'est logique, et la 2 dorsale sur le poumon droit, on voit très bien qu'elle est plutôt postérieure. Donc au niveau du poumon gauche, c'est logique que ça s'appelle l'apicodorsale, puisque c'est la fusion des deux segments. La 3, la ventrale, pareil, logique, puisque c'est sur la face antérieure. 4 et 5, donc à droite, comme j'ai dit, 4, on peut imaginer comme c'est l'extérieur, on va bien la voir comme il faut, donc elle va former un triangle, on va dire. La 5, c'est celle qui est encore plus ventrale. À gauche, du coup, l'ingulaire supérieure, bah, pareil, pas compliqué, hein. La 4 est au-dessus, donc c'est supérieur, et la 5 est en dessous, donc c'est l'ingulaire inférieur. La 6, donc apicale, pareil, c'est logique puisqu'on parle du lobe inférieur, donc elle est apicale par rapport au lobe inférieur du poumon. Ensuite, la 7, donc médiale basale, ça j'ai fait un petit schéma en plus donc de la face interne du poumon droit pour montrer plus ou moins où se situe le segment numéro 7. Et on arrive très bien à deviner que c'est la place du cœur à gauche et que du coup on enlève le segment numéro 7. Et ensuite, pareil par déduction, le 8, on sait qu'il est en position antérieure, donc c'est l'antérieure basale. La 9, elle est plutôt latérale, puisqu'en 7, on a la médiale basale. Et pour finir, la 10, la postérieure basale. Voilà. Et pour finir, un peu comme la dernière fois, avec des petits tips, enfin c'en est un et c'est un peu le même que la dernière fois, c'est que j'ai découvert récemment que Ninja Nerd, il avait fait un site internet, enfin qu'il a un site internet, et que je trouve assez stylé pour en fait choisir le thème des vidéos que vous voulez voir. Ça peut être intéressant, je trouve, de varier un peu les supports de cours pour étudier. Ça change un peu et je trouve qu'il fait des vidéos pas mal, même en biophie, même si des fois il va un peu plus loin. Il reprend quand même souvent des trucs qu'on voit en cours et ça peut être intéressant pour mieux comprendre. Et si jamais pour ceux qui ont du mal en anglais, il y a moyen sur les paramètres YouTube de mettre des sous-titres en français automatiques qui sont pas trop mal faits. Donc voilà, la bise et force à tous. Ciao.